je suis Annick Veil-Barret et je vais vous parler donc, de l'homme cognitif. Voilà. Donc c'est un ouvrage, curieusement, qui est assez ancien, hein, puisqu'il est sorti, la première édition, c'était 1995, et je dois dire que je suis toujours surprise qu'on me demande de le rééditer, en fait. Voilà. Alors, s'il est réédité, c'est qu'effectivement, c'est un ouvrage qui est très utilisé, au-delà de la psychologie. Hein, c'est-à-dire que toutes les formations qui sont dans le secteur, je dirais, social, hein, le secteur de la santé. Également, j'ai découvert les grandes écoles, par exemple les sciences politiques. Voilà, quand ils veulent avoir un bilan des recherches, des travaux, des connaissances en psychologie cognitive, ils vont voir ce livre. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une forte demande, et donc il est passé de la collection premier cycle à la collection quadrige. Et effectivement, il y a une réédition. Alors aussi, une des raisons du succès de ce livre, c'est qu'à chaque édition, je le révise. Il y a même des chapitres entiers qui ont été réécrits complètement avec des changements d'auteur. Voilà. Et donc c'est un ouvrage en fait qui répond, je dirais, à l'époque où ça a été fait, à une demande, hein, qui était de faire l'état, je dirais, des connaissances en psychologie cognitive, sachant que c'était un moment où il y avait une rupture entre, je dirais, la psychologie expérimentale classique. On s'intéressait surtout aux relations entre ce qu'on appelle les stimulus et puis les réponses des sujets. Donc on avait une psychologie du comportement. Et puis est apparue cette nouvelle psychologie qui a été la révolution cognitive, où en fait les chercheurs ont commencé à envisager, je dirais, des modèles du fonctionnement de la pensée. Donc ça fait état, je dirais, des connaissances, hein, sur les fonctionnements psychiques dans différents domaines. Alors pourquoi l'avoir écrit? En fait, c'est une commande. Et je dois dire qu'à l'époque, ceci m'avait tout à fait surpris, qu'on me sollicite moi, parce que moi j'étais à une période où je commençais à mettre en doute, je dirais, les modèles en psychologie cognitive, qui étaient surtout des modèles qu'on appelle computationnels. Il y avait une modélisation informatique de l'esprit humain. Et ça permettait, je dirais, de rendre compte d'activités extrêmement simples, hein, comme pour un enfant, faire une addition, une soustraction, hein, mais les comportements humains les conduites humaines sont très complexes. Hein, si vous prenez par exemple la lecture, l'écriture, c'est impossible, hein, d'envisager qu'on va pouvoir modéliser cette activité de manière informatique. La preuve en est, c'est que c'est toujours les humains qui écrivent, hein, c'est toujours les humains qui lisent, hein, on n'a pas de système automatique, hein, sauf dans des domaines extrêmement restreints. Hein, vous savez, il y a des systèmes, par exemple, de production d'articles, mais il faut que ce soit très standardisé. Hein. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a un logiciel qui prépare les articles sur les matchs de je ne sais pas quoi d'ailleurs, enfin, les manifestations sportives. Alors quand les actions sont limitées, lorsque les objets sont limités, effectivement, il y a des systèmes automatiques, hein, qui permettent d'écrire, mais encore que les textes qui sortent doivent être révisés, hein, par des humains. Hein. Il n'y a aucune machine actuellement qui est capable de faire mieux que les humains, dès lors que les activités sont complexes. Hein, quand les activités peuvent être réduites, je dirais, à des algorithmes, donc des règles de fonctionnement, hein, comme c'est tous les calculs. Hein, un ordinateur, ça calcule beaucoup plus vite que vous. Hein. Mais tout ce qui est, je dirais, les activités spécifiquement humaines, hein, où il y a de l'incertitude, du flou, voilà, c'est impossible, je dirais, de modéliser ça avec des systèmes informatiques. Bon, c'est une belle utopie scientifique, hein, et ça a permis des avancées tout à fait considérables. Mais moi, personnellement, j'étais plutôt sensible à la dimension strictement humaine de la pensée. Alors c'est pour ça que j'étais très surprise qu'on me sollicite pour faire ce livre, et d'autant qu'à l'époque, les responsables, c'était toute une collection en fait qui était créée aux Presses universitaires de France et qui remplaçait un manuel qui avait fonctionné pendant 30 ans, hein, qui était le traité de psychologie, hein, le fameux Fraisse-Piaget. Hein. Moi, j'ai été étudiante et on avait les 8 tomes, hein, du Fraisse et Piaget, et que nous apprenions. Et, voilà, c'était la base de connaissances en psychologie jusque dans les années, on va dire, 70. Voilà. Et donc, voilà, donc c'était l'ambition, hein, de faire une autre collection, toujours chez le même éditeur, donc les Presses universitaires de France. Voilà. Et quand je me suis documentée pour savoir pourquoi ils étaient tombés sur moi, qui était plutôt critique par rapport au cognitivisme, en fait, hein, c'est que
ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais l'esprit ouvert. Alors je trouvais que c'était plutôt un compliment. Voilà, je considère toujours que c'est un compliment. Et je pense aussi que ce qui fait le succès de cet ouvrage, que tous les ouvrages de cette série n'ont pas été réédités, hein, c'est qu'il y a un certain éclectisme théorique, hein, il y a une mise en perspective historique, une mise en perspective, je dirais, épistémologique, hein, de réflexion, je dirais, sur les systèmes de pensée qui sont à l'œuvre en psychologie en général. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Ben, c'est précisément cette dimension que j'ai évoquée. Alors, d'une part, moi, j'avais eu un parti pris que je continue à avoir. Hein, c'est peut-être un peu chauvin, hein, mais en priorité, lorsqu'il y a des travaux français que je trouve originaux, c'est ceux-là qui sont cités. Alors, et souvent, dans certains secteurs, hein, il y a véritablement une créativité, hein, chez les psychologues français. Hein, d'ailleurs, la psychologie... elle est née en Europe, hein, initialement, hein, et les psychologues français ont joué un rôle tout à fait considérable dans le développement de la psychologie. Donc les étudiants, quand ils lisent ce livre, ils voient citer des auteurs français qu'ils peuvent rencontrer dans les universités. Hein, c'est déjà une première chose. Bon, ce qui n'exclut pas évidemment que je cite des travaux étrangers. Hein. Mais voilà, ça c'était ma priorité. Et puis la deuxième chose, hein, c'est la mise en perspective historique. Hein. Et puis aussi, comme ça s'adresse à des étudiants de premier cycle initialement, puis un public très large, il y a beaucoup d'anecdotes, hein, qui mettent l'accent sur des aspects, je dirais, un peu drôles, hein, de l'évolution de la psychologie. Hein, par exemple, une des anecdotes de l'ouvrage, hein, c'est le devenir, hein, des enfants des grands psychologues. Hein, ça pose la question, c'est à quoi sert la psychologie, hein, parce que les étudiants pensent toujours que la psychologie, ça sert à élever les enfants. Hein, ben, si c'était vrai, alors tous les grands psychologues auraient eu des enfants qui avaient un avenir glorieux, ce qui est loin d'être le cas. Hein, voilà. Beaucoup ont fini leur jour sur le divan des psychanalystes. Le meilleur moment, ben, je dois dire que j'ai plus de souvenirs de mauvais moments, hein, que de meilleurs moments. Hein, parce que c'est un livre que j'ai dirigé, donc ça veut dire que l'architecture du livre, je l'ai conçue. J'ai contacté des auteurs qui, en général, quand on les contacte, ils sont enthousiastes. Bon, après, il y a des échéances. Voilà. Et ça, l'écriture, ça révèle, en quelque sorte, les névroses intimes des individus. Hein. Il y a eu des abandons. Hein, donc, j'ai dû prendre la plume pour écrire des chapitres où je n'étais pas spécialement averti, pas spécialement spécialisé. Alors ça, c'était plutôt du grand bonheur, parce que tout d'un coup, je découvrais des choses nouvelles, parce que j'étais obligé de rapidement de faire le tour d'une question. Voilà, ça, c'est ce genre de grand bonheur, mais j'ai plutôt des souvenirs, je dirais, de contraintes, de collègues qui lâchent, qui ne respectent pas les échéances, voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup servi, cet ouvrage, parce qu'après, puisque maintenant, je dirige une collection chez un autre éditeur, voilà, j'ai appris à coacher les auteurs, voilà. J'avais sous-estimé complètement dans l'homme cognitif que les gens avaient besoin d'être soutenus dans l'écriture. Voilà, moi j'ai de la chance, j'écris assez facilement. Hein. J'ai appris à écrire, je dirais, dans les instances syndicales. Hein. Pendant longtemps, j'assurais ce qu'on appelait le comité de liaison au CNRS. Voilà, et je faisais tout le temps des comptes rendus. Voilà, j'ai été dans les instances d'évaluation, donc les comptes rendus allaient faits à toute vitesse. Donc moi j'ai une expertise d'écriture, ça ne me pose pas de problème. À la limite, c'est le temps à trouver pour écrire, mais je suis quelqu'un qui écrit assez facilement. Et j'avais complètement minimisé les difficultés d'écriture des collègues, même s'ils sont très, très connus, etc. Voilà. Dans les projets. Alors mes projets, c'est que je vais bientôt prendre ma retraite. Hein, voilà, donc c'est un grand bonheur parce que je vais pouvoir enfin écrire des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, là, on a un ouvrage en préparation qui va porter sur la résolution des problèmes flous, voilà. Ce qui est spécifiquement humain. Voilà. On appelle souvent ça des problèmes mal définis. Hein, donc c'est un projet en gestation. Voilà. Un colloque que j'avais organisé à Angers, j'ai l'accord d'un directeur de revue pour que les actes du colloque paraissent, mais je n'ai jamais eu le temps de finir cette édition. Donc je vais finir cette édition. Voilà. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, voilà, j'ai des projets d'écriture non universitaires, voilà, des romans policiers, des choses comme ça. Voilà. Et j'écrirai sur un autre nom pour ne pas mélanger les genres. D'ailleurs, j'ai déjà publié des textes sous d'autres noms, voilà, pour éviter les confusions des genres. Voilà.